Pourquoi donne-t-on autant d'argent aux plateformes marchandes et pourquoi cela s'opère-t-il par étapes? Le problème que pose la création de start-up est double. D'une part, il y a une grande incertitude, non seulement sur les perspectives de marché, mais également sur la capacité du porteur de projet à le réussir. D'autre part, il existe une asymétrie d'information. Le porteur connaissant souvent mieux le contexte de son marché, mais surtout la nature du produit qu'il veut imposer, notamment les développements techniques de sa plateforme, son évolutivité, etc. Il est donc normal que les fonds d'investissement soient méfiants compte tenu de la multiplication des projets et du caractère hasardeux de la plupart. En économie, on dit qu'il y a asymétrie d'information. Pour réduire cette asymétrie, donc pour diminuer la méfiance si l'on préfère, on instaure une progression dans la capacité des porteurs de projets à mobiliser des fonds. Et à chaque étape, on valide si les résultats intermédiaires ont été atteints. Et de nouveaux objectifs sont fixés, dont les enjeux et les risques augmentent progressivement. Le processus de financement externe s'arrête quand la start-up est revendue à un groupe plus gros ou, succès suprême, quand elle est introduite en bourse, car les gains potentiels y sont plus grands. Mais il arrive que cette étape ultime échoue au dernier moment. Le cadre d'Osterwalder, s'il offre une vision synthétique de ce que propose une entreprise en termes de création de valeur, doit avoir son contenu sans cesse revu dans l'environnement turbulent des plateformes marchandes de consommation collaborative. Pour ce faire, une telle plateforme doit être capable de valider et de faire évoluer en permanence sa proposition de valeur au fur et à mesure que remontent les signaux du marché. En d'autres termes, sa vigilance doit être maximale. Il faut par exemple, notamment dans la phase initiale, qu'elle ait de solides appuis. Prenons un exemple. Le site de vente de vêtements d'occasion pour fashionistas, vestiairescollectif.com, a réussi à intéresser très tôt un créateur de mode, Thierry Gillier, le PDG de Zadig & Voltaire. Il a perçu l'intérêt du projet pour accélérer la rotation de ses propres créations et a donc soutenu le site. Enfin, toute start-up, et c'est particulièrement vrai pour les plateformes marchandes, doit savoir réviser en permanence sa proposition de valeur. Le cadre d'Osterwalder n'est donc pas figé. Pour être capable de tenir durant la phase de décollage, avant le cap de la masse critique, il existe plusieurs types de leviers d'action sur lesquels peut s'appuyer une plateforme marchande. D'abord, il est possible d'enrichir le site pour lui donner une valeur intrinsèque, indépendamment des effets de réseau. Par exemple, un smartphone est un formidable outil de mise en relation entre des développeurs d'applications et des clients. C'est donc une plateforme, comme l'est une plateforme collaborative. Pourtant, les gens achètent cet objet car il a une valeur intrinsèque. Il permet de téléphoner, de se repérer via un GPS, il dispose d'un accéléromètre, d'un écran de visualisation, et surtout, il donne accès au web et au courriel. Le fait qu'il mette en relation peut intervenir après, dans la décision d'adoption, et bien plus facilement car la masse critique sera vite atteinte grâce à la valeur intrinsèque de l'objet. Beaucoup de personnes auront acheté un smartphone pour lui-même, pas pour ses capacités de mise en relation avec des applis. Mais d'autres clients seront plus intéressés par celle-ci. L'effet de réseau joue après coup. En consommation collaborative, cependant, c'est d'abord la mise en relation qui représente le cœur de la proposition de valeur. Et il n'est pas évident de rajouter une valeur intrinsèque supplémentaire. Mais même dans ce cas, le jeu peut en valoir la chandelle. Par exemple, fournir beaucoup de contenus qui seront consultés pour leur valeur propre peut être un élément de différenciation pour un site de mise en relation. C'est ce que fait d'ailleurs Airbnb, qui fournit des informations touristiques sur les destinations les plus prisées, sur leurs événements sportifs ou culturels particuliers. Ceci permet d'atteindre plus rapidement la masse critique. Un autre levier d'action est l'observation de la concurrence. C'est d'ailleurs un réflexe conditionné que doit avoir tout entrepreneur. C'est aussi comme cela que Google est devenu ce qu'il est, en copiant le business model d'un de ses concurrents, Overture. Il a trouvé le moyen de monétiser son immense audience avec un système d'enchères sur les annonceurs.
Comme son algorithme de recherche était meilleur, le concurrent a disparu, même après avoir été racheté par Yahoo. Mais l'observation de la concurrence peut aussi conduire à des impasses, dont on peut se rendre compte si on est vigilant. Enfin, on a évoqué dans la première séquence le danger du gouffre, c'est-à-dire le leurre que peuvent représenter les premiers adopteurs dont les caractéristiques ne sont pas celles de la masse, celle qui est sensible à l'effet de réseau. C'est parce qu'ils sont différents, que leur pouvoir d'entraînement sur les autres est faible, que ces premiers adopteurs peuvent mettre en danger la plateforme, en lui donnant de fausses illusions. Il est donc fondamental qu'un site collaboratif de mise en relation connaisse très bien ses communautés.